Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être une fois encore au grand rendez-vous ce soir. Et oui, le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine. On aura 3 grands plateaux. Horizon Culture, Nature, Bien-être et Espère. À tout de suite pour le menu. La loi sur la protection du littoral nous intéresse sur le grand rendez-vous ce soir et on aura l'avis d'un activiste. Il s'agit de Angelo Kwagou Natampo. Il est le secrétaire général de la Brigade Verte. On le reçoit dans Nature et Bien-être pour parler donc de la loi sur la protection du littoral. L'Espère reçoit ce soir Steve Roga. Il est entrepreneur. Avec lui, on parle de la semaine du numérique au Bénin, les retombées pour les startups. Nous aurons également un dernier plateau, comme je l'avais annoncé tantôt, 3 grands plateaux. Le dernier, ça s'intéresse au musée. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des musées et on va parler de nos musées, les musées du Bénin, valorisation et promotion. Ce sera avec Achille Zou, gestionnaire de patrimoine. Mesdames et messieurs, c'est donc le menu du grand rendez-vous. Tout de suite, on aura le menu du 19h45 avec Nadège Soni. Nadège, bonsoir. Bonsoir, vous, heureuse d'annoncer. Merci d'être au grand rendez-vous ce soir. Merci d'être au rendez-vous. Le menu du 19h45, c'est avec vous. Merci à vous, heureuse d'annoncer. Ce 18 mai, on célèbre la journée mondiale des musées. Au Bénin, l'accent est mis sur la conservation, l'entretien et la valorisation de nos musées. Et on tend vers l'élimination de la faim d'ici 2030. Des acteurs impliqués réfléchissent sur la stratégie nationale à mettre en place pour atteindre cet objectif. Vous suivrez le compte rendu de l'équipe qui s'est rendue au Bénin Marina, hôtel de Cotonou. Pour finir, on parlera du mois béni chez les fidèles musulmans. Le jeûne a démarré dans cette communauté. Notre reporter envoyé sur le terrain a suivi pour vous la première prière qui marque le début du jeûne. D'accord, Nadesani. On souhaite d'ailleurs bon Djouma à tous les musulmans et bon carême à vous. Nous allons donc installer le tout premier plateau. Et il s'agit ici de recevoir Angelo Kwagou Natampo. Il est activiste pour parler de la loi sur la protection du littoral. C'est Nature et Bien-être. Alors, Nature et Bien-être s'intéresse à la loi du littoral. On va recevoir M. Kwagou Natampo pour aborder le sujet. Mais d'abord, suivons cette interview réalisée par Amandine Anyamboussou sur le vote de la loi sur le littoral. Il faut saluer les autorités qui, depuis 2003, essaient de faire passer cette loi. Et en fin de compte, le 17 avril, cette loi a été votée pour protéger notre côte. Vous savez, nous avons une grande côte et vous remarquez déjà que
à l'est de l'épi de Siafato, il y a de fortes érosions. Ce n'est pas pour rien qu'on a interdit en temps l'utilisation du sable marin au profit des sables, de l'extraction du sable hors littoral, parce qu'il fallait protéger cette côte-là. Et sur la côte, il y a beaucoup de projets, et aucun des projets jusqu'à date n'a fait l'objet de l'évaluation des impacts cumulatifs. C'est vrai que nous, de l'ABE, on se limite au plan stratégique. Il y a l'évaluation stratégique qui a eu lieu en 2003, qu'on doit actualiser cette année au début de l'année prochaine, ou plus tard, premier trimestre 2019, c'est dans notre agenda. Mais on remarque que si on ne met pas un frein à l'exploitation anarchique de la côte, avec le changement climatique, nous risquons d'avoir des effets néfastes sur notre côte. Et c'est à dessein que cette loi a été votée. Il y a plus d'une dizaine de décrets qui seront rédigés par la suite après la promulgation pour essayer de réglementer l'installation des populations sur la côte. La côte est un endroit touristique formidable et le Bénin peut tirer beaucoup de la gestion rationnelle et efficiente de cette côte-là. C'est à cause de ça que je salue cette loi, qui est c'est une première. Beaucoup de pays africains n'ont pas cette loi, que nous devons essayer de mettre en œuvre progressivement pour que les Béninois comprennent l'importance des ressources halieutiques qu'on doit protéger d'eux, l'importance de notre plage, de nos côtes qu'on doit protéger pour pouvoir faire développer des activités qui vont nous rapporter des financements tout en protégeant notre cadre de vie et l'environnement en général. Nous avons pris de l'avance à l'agence. Nous avons commencé, on a répertorié le nombre de décrets qu'il faut mettre en œuvre. Il a installé l'environnemental qui sera au niveau de l'agence béninoise pour l'environnement. On prend de l'avance pour que dès la promulgation, on commence à soumettre les décrets à signature pour réglementer ce qui passe au niveau de la plage. Voilà, nous retrouvons donc M. Angelo Kouagou Natampo pour échanger sur cette loi-là. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des activistes comme lui? Monsieur Natampo, merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme je le disais, vous êtes activiste, mais d'abord secrétaire général de la Brigade Verte. Absolument. Et votre appréciation à vous, selon l'interviewé tout à l'heure, c'est la première, c'est une première au Bénin, le vote d'une telle loi. D'abord, je tenais à remercier la télévision BB24 oui. pour avoir pensé à la Brigade Verte, qui est une association de jeunes bénévoles qui s'active activement dans la préservation de l'environnement. Alors, pour revenir à votre question, il faut noter que cette loi qui a été récemment votée le 16 avril passé est la bienvenue au Bénin. C'est vrai que nous ne dirons pas que c'est une première proprement parlée, mais il y a eu des lois antérieures, mais ces lois n'ont jamais été focus sur l'aspect de la protection du littoral. Donc celle-ci vient, à point nommé, régler ces dysfonctionnements ou ces insuffisances que les autres lois existantes, à l'instar de la loi cadre sur l'environnement, comportent. Et vous, en tant qu'activiste, quelles sont vos appréciations? Ok. Alors, comme je venais de le dire tantôt, cette loi est vraiment la bienvenue. Si on se réfère aux deux premiers articles, à quelques articles de cette loi, que je me permets de citer ici. Donc, l'article 1er bis nous dit ici simplement que cette loi a pour objet la protection et la mise en valeur écologiquement rationnelle de la zone littorale. Elle vise à encadrer l'aménagement du littoral pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et permettre le libre accès au public sur les sentiers du littoraux. Alors, en dehors de cet article, il y a également l'article 4 de cette même loi qui spécifie que la politique nationale de protection, d'aménagement et de mise en valeur de la zone littorale a pour but de promouvoir l'intégration des actions de conservation et actions de développement afin d'assurer la gestion durable des ressources des zones littorales. Donc si on se réfère à ces deux articles, je pense que cette loi est vraiment la bienvenue et permettra de combler beaucoup de lacunes et également de remédier un peu aux incohérences en matière de gestion de l'environnement qui se remarquaient beaucoup plus dans les zones littorales et par ricochet, participer à la protection de nos littoraux. D'accord. Quelles sont les implications de cette loi-là? Alors, il faut retenir que cette loi qui est subdivisée en 6 livres, déclinée en 112 lois,
implique ou bien a des implications aussi diverses que variées. Alors, il faut noter d'abord que ces implications se retrouvent déjà dans tous les secteurs d'activité socio-économique, donc que nous partons du secteur primaire, donc où nous avons l'agriculture, l'élevage, l'exploitation du sable marin, comme l'interview de tout à l'heure a su bien le relever. Le secteur secondaire où nous avons les constructions, nous avons les industries, etc. Et enfin le secteur tertiaire où nous avons le tourisme et les différents services. Donc beaucoup de lois ou bien régulent et réglementent désormais l'exercice de ces différentes activités le long de ces écosystèmes désormais. Alors je me permets de vous citer quelques articles. Ici nous avons les articles 13, les articles 13 bis, les articles 15, 18, 19, 26, 29, 37, 42, 46, 49, 62, donc qui en disent énormément sur cette loi. Alors, en outre la régulation des activités des différents secteurs socio-économiques, nous avons également que cette loi constitue désormais un national juridique donc, pour l'exercice de ces différentes activités. Donc aussi constitue-t-elle une opportunité pour le Bénin, donc une opportunité du point de vue juridique bien sûr, donc pour la venue des investisseurs étrangers. En quoi? Lorsqu'on parle beaucoup plus, lorsqu'on parle de notre fameux projet, la route de pêche, qui est un grand projet qui transformera à coup sûr le Bénin et son économie. Voilà. Tout à fait. Donc voilà un peu les quelques implications que nous Mais qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce qui va changer? Absolument, beaucoup de choses devront changer avec cette loi parce que nous avons remarqué depuis toujours beaucoup de dysfonctionnements. Alors, la première hypothèse ou bien la première chose que moi je me permets de relever tout de suite, c'est que bien que cette loi soit spécifique aux écosystèmes des littoraux, elle vient donc renforcer les autres lois existantes en leur donnant un peu plus de poids. Alors, il y a également que cette loi, désormais, donc comme je viens de le dire, je l'ai dit un peu plus haut, régule l'exercice des différentes activités susceptibles d'avoir des impacts néfastes sur les écosystèmes littoraux et aussi qu'elle offre désormais un espace juridique de soutien que les différents acteurs de la protection de l'environnement, à l'instar des organisations de la société civile que nous constituons, donc pour pouvoir défendre désormais, parce que vous savez, quand vous allez pour parler ou vous allez pour des sensibilisations et que vous n'avez pas un national juridique sur lequel vous vous basez pour mener vos actions, vous n'êtes pas du tout pris au sérieux et tout ça. Donc désormais, avec cette loi, nous pensons que nos actions seront beaucoup plus renforcées. Il y a également que cette loi va permettre vraiment à notre pays de se retrouver mieux dans tout ce qui est protection de la biodiversité, beaucoup plus marine et tout ça. Parce que vous aviez dit tantôt que cette loi vient renforcer celle qui existe déjà. Absolument, absolument, absolument. Donc je ne sais pas si vous avez peut-être eu ces images très récemment, et je pense qu'il y a de cela 2 ou 3 mois où c'était à Grand Popo, il y a une tortue qui était sortie de l'océan pour venir pondre des œufs au niveau du littoral, mais les populations l'ont abattue, donc ne sachant pas que cette espèce était en voie de disparition et donc protégée par les... Donc vous voyez, désormais avec cette loi, toute personne qui va à l'encontre de la dégradation de l'environnement, des espèces, des ressources halieutiques et végétales, etc., donc est dûment punie. Donc je pense que l'un des travaux qu'il faille déjà commencer par faire, c'est de travailler à la vulgarisation de cette loi pour que les populations riveraines, pour que les différents acteurs puissent déjà s'imprégner de ce que cette loi comporte et également des sanctions qui peuvent en découler. Mais selon vous, comment faire cette vulgarisation-là? Parce que celles qui sont concernées, les populations qui sont plus concernées, ce sont ces populations qui sont dans les zones reculées.
grand popo, tout ça. Il faut y aller peut-être en langue nationale pour les atteindre. Merci beaucoup. Je pense même, vous me devancez un peu dans les différentes propositions que j'avais déjà prévues. Donc, il faut noter, bien avant que cette loi ne soit votée, notre association, qui est la Brigade Verte, menait déjà quelques actions à l'endroit de la protection de l'environnement de façon générale et spécifiquement de la protection des littoraux au Bénin. Alors, je donne pour preuve la sensibilisation sur la protection de la mangrove, et cette sensibilisation a découlé du projet de décret, je crois, de la décision du Conseil des ministres d'octobre 2017, si j'ai bonne mémoire, donc qui portait interdiction d'abattage des palétuviers, des mangroves, des cocotiers en zone dans les zones littoraux, ou bien dans la zone littorale, et également dans les écosystèmes marins et tout ça. Donc nous avons participé aux côtés de la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, donc activement à sensibiliser les populations sur les existences de cette loi et également sur les répercussions que cette loi pouvait avoir en cas de non-respect. Nous avons également, toujours aux côtés de cette même direction, participé à la sensibilisation des populations locales installées le long du littoral, là, donc en prélude à l'aménagement routier, donc la route des pêches qui est présentement en construction. Donc, nous avons participé aux côtés de la DPE, dans la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté du ministère du cadre de vie et du développement durable, à la sensibilisation de ces populations et tout ça. Nous avons également, tout récemment, il y a de cela une semaine, je crois, donc participé aux côtés d'une activiste que vous connaissez très bien, une activiste qui est en train de lutter farouchement contre les sachets plastiques non biodégradables, Sarah Idowu, donc à la personne de Sarah Idowu. Donc récemment, le week-end passé ou surpassé, je crois, je n'ai plus trop bonne mémoire, sur la sensibilisation de l'utilisation des sachets plastiques dans ces différentes zones. Donc ça, c'est les quelques actions que nous avons menées. Donc nous envisageons déjà, avec le temps, renforcer nos actions, donc en menant des campagnes de vulgarisation, surtout de la présente loi, parce qu'il faut aller vers les communautés pour leur porter l'information de l'existence de cette loi et également de ses implications et des répercussions en cas de non-respect. Nous allons également mener non seulement des sensibilisations auprès des populations riveraines de ces écosystèmes littoraux là, sur les comportements éco-citoyens, mais également attirer leur attention sur le bien fondé de la protection de ces écosystèmes-là. Vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui on parle beaucoup plus d'écotourisme, et quand on parle d'écotourisme, ce sont ces ressources, ces ressources de ces zones, de ces milieux-là qui sont vendus en termes d'écotourisme. Quand je parle de vendre, ce n'est pas qu'on attrape une ressource pour les vendre. Non, bon, le fait de simplement visiter, etc., donc ça constitue des ressources pour les populations. Nous allons également continuer les actions de salubrité et les focaliser beaucoup plus sur les plages désormais, donc avec pour accent particulier. Mais on a quand même constaté une amélioration, plus d'assainissement au niveau de des plages. Absolument, absolument. Vous avez suivi très récemment, lors du bilan des 2 ans du gouvernement, du chef de l'État, à travers son ministre du cadre de vie. Donc, je veux nommer ici M. Didier Tonato, donc, qui avait fait état du recrutement de près de 4000 jeunes, donc constitués en brigade pour assurer l'assainissement de ces zones. Oui, je pense que les actions seules ne pourront pas suffire, il faut quand même renforcer. Et cette fois-ci, notre rôle sera d'impliquer beaucoup plus les populations riveraines, parce que c'est elles qui polluent beaucoup plus ces zones-là. Donc on va procéder à l'implication de ces différentes zones-là à travers des sensibilisations. Donc nous allons initier des campagnes médiatiques, donc que ce soit à la radio, à la télé, sur Internet. Et comme vous avez su bien le suggérer tout à l'heure, donc en langue locale beaucoup plus. Pourquoi ne pas associer également les radios communautaires? Parce que c'est une loi vraiment importante. Absolument, absolument. Bon, je pense que la vulgarisation de cette loi ne relève pas forcément de l'essor d'une association
mais beaucoup plus du ressort de l'État. Mais toutefois, nous allons quand même jouer notre partition. Donc, si des opportunités nous sont offertes, comme celle-ci, par exemple, de venir parler de cette loi, nous le ferons avec gaieté de cœur, comme nous avons su toujours bien le faire. Donc, voilà un peu, en quelques mots, les quelques actions que nous comptons déjà mener pour pouvoir faire connaître aux populations cette loi et également ce qui est sûr, ce n'est pas encore promulgué. Absolument, absolument. Donc, il faut quelques mois pour la promulgation et après cela, ce serait une bonne période de sensibilisation pour permettre à ce d'action vraiment concrète. Voilà. Merci beaucoup. Merci Angelo Kouagou Natampo, activiste et secrétaire général de la Brigade Verte. Avec vous, on allait à la découverte de la loi sur la protection du littoral. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite également un excellent week-end. Bon, je ne sais pas si vous me permettez. Au passage, j'aimerais saluer les brigadiers qui sont actuellement à Grand Popo. Chers brigadiers, on vous dit un coucou, voilà, un petit coucou qui sont à Grand Popo votre dans le cadre de la célébration du Novicha. Donc, ils sont là-bas avec la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté pour une campagne de sensibilisation. On espère qu'après Novicha, la plage sera bien propre. C'est la raison de notre présence là-bas. D'accord. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc définitivement terminé pour Nature et Bien-être de ce soir. On va recevoir juste après Kouagou Natampo, Steve Aouga, il est entrepreneur, pour parler de la semaine du numérique au Bénin. Espère tout de suite. Et voilà Steve Roda qui nous a rejoint. Merci d'être là, Monsieur Roda. Merci. Vous êtes entrepreneur, avec vous on parle de la semaine du numérique au Bénin, les retombées pour les start-up. Vous êtes promoteur d'une start-up, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis le responsable fondateur de la start-up AfriRice Agrobusiness, qui est une start-up... AfriRice Agrobusiness. AfriRice. Oui. Est-ce que c'est le riz de l'Afrique, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Nous sommes spécialisés dans le développement des technologies, stratégies et technologies pour l'agriculture en Afrique. Voilà, déjà, nous avons 2 équipements que nous avons fabriqués et qui est mis sur le marché. Nous avons une batteuse-vanneuse qui sert à battre et vanner le riz. Voilà, donc la capacité de battre et vanner 2500 kg de paddy en 1 heure de temps. Ce que le paysan va faire en 1 mois, certainement. Et nous avons également un foyer économique qui fonctionne avec des balles de riz utilisées comme combustible en lieu et place du bois. Voilà, donc c'est... D'accord. Voilà. Selon vous, quel est l'intérêt qu'on peut accorder aujourd'hui à toute une semaine qui est consacrée au numérique? Ok, oui, avant de parler déjà du numérique, il faut saluer déjà l'initiative prise par le gouvernement actuel qui a défini comme priorité l'économie numérique dans l'une de ses priorités de gouvernance. Donc je pense que ce sont les outils aujourd'hui qui font partie de la vie des populations. Le numérique est présent partout. Je disais tout de suite, nous sommes dans l'agribusiness, mais aujourd'hui, on parle de e-agriculture. Donc, ça veut dire que les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui connectées à l'agriculture. Donc, il est possible aujourd'hui pour un paysan de consulter les prix sur le marché et tout ce qui entoure leur activité à partir seulement de leur portable. Voilà. Il y a également des drones qui sont utilisés également pour pouvoir prendre la superficie des champs. Par exemple, donc, ce sont les technologies de l'information qui le permettent. Il y a aussi des plateformes qui sont utilisées pour mettre en relation le producteur et le consommateur. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une semaine qui est bienvenue pour les start-up en général, puisque même si vous n'êtes pas du domaine éthique, vous utilisez l'éthique pour valoriser vos produits. Un peu comme vous, votre domaine, dans votre domaine. Et pour commercialiser également vos produits. Donc je pense que c'est une très bonne initiative du gouvernement en place de savoir qu'en plus de dire qu'on fait de l'économie numérique une priorité, on le vit sur le terrain, on voit bien que ce sont les actions qui sont posées pour atteindre ce objectif. Donc je pense que c'était bien. C'était bien. Oui. Ah, mais quelles sont les retombées? Vous aviez également participé à l'activité. Est-ce que c'est juste un cadre de réseautage où tout le monde se retrouve, on échange et tout? Comment ça s'est passé? Comment avez-vous vécu la chose? Ok, oui. C'était une semaine au cours de laquelle la ministre de l'économie numérique a visité un certain nombre de start-up qui interviennent dans le domaine du numérique. Il y a eu par exemple la start-up S-Opportunity, le site sur lequel je suis. C'est une plateforme aujourd'hui qui met des boutiques en ligne. Donc, vous êtes une entreprise, vous ouvrez une boutique en ligne, vous avez également une carte pour faire vos transactions. Donc, je pense que ce sont des initiatives qui sont bien et qui ont été visitées par Madame la ministre.
Et qu'est-ce qui est sorti de Il est ressorti également les problèmes. Voilà. Elle a pu toucher du doigt également. Quelles sont les activités qui sont faites aujourd'hui par ces startups-là? Quels sont leurs problèmes? Déjà, parlant de problèmes, il faut dire que le modèle économique qui entoure également les startups, c'est un modèle qui a retravaillé, à penser, à vraiment étudier. Je prends par exemple, actuellement, je vais prendre un cas pratique. Oui. Vous mettez en place une plateforme où l'individu peut également avoir un service. Genre, je vais acheter peut-être des beignets. Voilà, donc la plateforme me dit quelles sont les entreprises qui fournissent ce service-là. Leur emplacement, ils sont géolocalisés. Voilà. Donc la start-up met en place toutes ces infrastructures-là. Maintenant, si vous bénéficiez de ces services, comment est-ce qu'il est rémunéré, comment est-ce qu'il gagne de l'argent et comment est-ce qu'il essaie de rendre ses activités pérennes? Voici le plus difficile. Combien de populations aujourd'hui sont prêtes à pouvoir payer un tel service? Je peux avoir un site géolocalisé, retrouver rapidement et payer. Bon, c'est peut-être pour le Béninois lambda, il ne va pas comprendre pourquoi il doit payer pour un tel service. Voilà. Également, il y a les défis. L'un des défis également, c'est la cybercriminalité. Voilà. Beaucoup de personnes ne font pas confiance aux achats en ligne. Voilà. L'achat en ligne, par exemple. Donc, il faut, à partir de ces deux problèmes déjà, il faut mettre en place l'infrastructure nécessaire pour pouvoir accompagner ces startups qui interviennent dans ce domaine-là. Également, il faut protéger un peu l'infrastructure. Parce que si le pays est vu comme un pays où la cybercriminalité est présente, ça veut dire que les gens ne feront pas confiance aux achats en ligne en direction de ce pays. Voilà. En dehors de ça, il y a le problème de connectivité. C'est vrai, des efforts sont faits également pour que la fibre optique soit un peu partout. Donc, ce sont en fait là les défis... les grandes difficultés auxquelles vous faites face. Que font face les startups. Voilà. En plus de cela, il y a l'accès au marché. Ça, c'est le plus grand problème pour tous les startups, que ce soit numérique, agrobusiness et également dans d'autres secteurs. Comment est-ce que les entreprises ont accès au marché? Et il y a une très bonne opportunité ou bien il y a une très bonne décision qui a été prise, par exemple, au Togo. Au Togo, il a été décidé que 20% des marchés publics soient accordés aux entreprises appartenant aux femmes et aux jeunes. 20%, voilà, 20% des marchés publics. Des marchés publics soient accordés aux femmes. Aux entreprises appartenant aux femmes et aux jeunes. Et aux jeunes. Voilà. En plus de tout ça, ils sont formés également à savoir comment bénéficier de ces avantages-là. Encore que ce n'est pas facile dans le contexte béninois où il faut débourser jusqu'à 400 000 francs pour avoir l'attestation fiscale. Voilà, ça alors que lorsqu'on parle de start-up, bon, c'est le début. Au démarrage. Voilà, au démarrage. Les start-up sont au démarrage. Il n'y a pas aujourd'hui encore un modèle de financement des start-up qui soit viable. Aujourd'hui, la plupart des start-up se financent sur les compétitions, les concours, les appels à projets. C'est ça qui constitue essentiellement les gains. Bon, nous sommes, par exemple, lauréats du programme Tony Elou-Melou. Voilà, je suis également le président du réseau de l'alumni. Voilà, donc ça fait déjà 66 lauréats de 2015 à maintenant. Voilà. Donc, et je crois que ça se passe au Nigeria. Oui, ça se passe au Nigeria, donc qui finance à hauteur de $5 000. Vous avez été déjà financé? Oui, bien sûr. Voilà. Quand vous finissez de suivre le processus, vous êtes financé. Et ça, par exemple, ça a été une opportunité pour nous de lancer notre activité. Bon, je dis, s'il n'y avait pas, par exemple, ce financement, on serait peut-être là en train encore d'attendre. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore un modèle de financement ou bien un modèle d'accompagnement. Il y a les incubateurs, mais s'ils sont bien formés, s'ils ont tout ça, ils sont bien accompagnés, qu'ils n'ont pas le financement pour démarrer. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Encore qu'au niveau de la fondation Tony Melou, on ne vous demande pas grand-chose. Vous avez juste une idée. Vous, même si vous n'êtes pas encore enregistré, vous vous inscrivez, vous participez, ensuite, à la suite, vous... Bon. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez bénéficier d'un financement, il faut recourir à une banque, il faut avoir des garanties. Et il faut déjà dire que les banques ne sont pas prêtes pour accompagner justement, parce que les banques aussi. Bon. C'est bien parce que les banques aussi pour la question des garanties pour qu'elles puissent également survivre. Voilà. Donc, est-ce que la personne qui vient emprunter de l'argent auprès de votre banque, est-ce que cette personne a les garanties suffisantes? Donc ça aussi, c'est une question à poser. Bon, voilà. Mais suite au passage de la ministre, au cours de cette visite-là, quelles sont les promesses faites?
Oui, en fait, Madame la ministre... Ou avez-vous déjà eu des retombées bien concrètes? Oui, bien avant, il y a eu des retombées. Bon, je prends la plateforme Exportunity, par exemple. C'est un jeune également, Vital Sounouvou, qui est promoteur de cette... Il était sur ce plateau également il y a quelques temps. Donc, il est également lauréat, donc il est membre de notre réseau. Il est lauréat, mais après avoir lancé son entreprise, aujourd'hui, il a un partenariat avec, par exemple, la Poste du Bénin. Donc, la Poste du Bénin également, c'est une institution du ministère de l'économie numérique. Donc, l'État aussi a compris qu'également, on peut accompagner des jeunes. Donc, il y a toute une infrastructure qui est mise à sa disposition par la Poste. Donc, c'est déjà un premier pas. Donc, le gouvernement comprend déjà qu'il faut accompagner certains startups. Je pense qu'il y a des garanties qui sont prises également pour l'accompagnement et tout ça. Et je pense que ça va se faire, puisque c'est une priorité gouvernementale. D'accord. Aujourd'hui, après une semaine consacrée au numérique, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement que le ministère de l'économie fasse pour les startups? Ok. D'accord. Pour plus de visibilité. Bien sûr. Bon, parlons d'abord du financement des activités. J'étais sûre. Certainement. Parce qu'au niveau du FNP, je ne crois pas que les entreprises qui sont dans le domaine d'éthique sont concernées. Ça, par exemple, c'est un cas concret. Voilà. Donc, à ce niveau, déjà, il faut pouvoir inscrire ces entreprises parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Ça, c'est une première doléance, une suggestion à faire. Que le FNP s'intéresse également aux entreprises qui interviennent dans le domaine d'éthique. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. L'autre chose également, c'est comme au Togo. Au Togo également, il faut donner aussi un certain part de marché aux jeunes entreprises béninoises, voilà, pour que déjà ils puissent commencer à démarrer avec quelque chose. Donc, le gouvernement va lancer certainement beaucoup de choses dans le domaine numérique. Il faut solliciter ces entreprises-là pour des parts de marché. Donc ça aussi, c'est une opportunité. Il y a la question de la visibilité aussi. Nous sommes également sur BB24. Il y a plusieurs autres télévisions. Il faut permettre à ce que ces entreprises puissent déjà venir. Bon, nous sommes en train de faire notre travail déjà. Oui, c'est déjà bien. D'accord. Mais là, maintenant, comment est-ce que les startups, parce que tout le monde, tel que vous avez pu avoir accès à cette formation, Tony et Loumelou, tout le monde, toutes les startups n'ont pas ces informations. Qu'est-ce que vous leur proposez? Comment est-ce qu'ils peuvent, ou ces startups-là peuvent travailler? Est-ce qu'il faut se mettre ensemble ou aller chacun dans sa direction pour atteindre les objectifs escomptés? Ok, je vais commencer déjà par prêcher pour ma paroisse. Je suis le responsable du réseau national des alumni du programme Tony Loumelou au Bénin. Voilà. Donc déjà, nous avons mis en place le réseau qui réunit tous les lauréats, mais nous ne sommes pas arrêtés là. En dehors de pouvoir faire en sorte que toutes les startups de ce réseau-là puissent développer leur activité, nous avons également fait une tournée nationale pour faire connaître le programme pour la 4e édition. Donc nous avons parcouru sous fonds propres, s'il vous plaît, sous fonds propres, nous avons parcouru toutes les communes, tous les départements du Bénin, je dirais, plusieurs communes où on a passé le message, on a expliqué comment est-ce qu'il faut remplir. On a également aidé à appuyer les personnes qui sont intéressées à postuler. Ce qui a fait que la participation du Bénin cette année a été multipliée par 9. Donc le Bénin était dans le top 10 des pays de participation. Donc 940 participations pour le Bénin. Wow. Dans le top 8 également des pays lauréats, donc le Bénin a enregistré 32. Donc sur les 54 pays, le Bénin a été top 8. Top 8 avec 32 lauréats. Wow. Voilà. Donc c'est déjà... Nous avons permis déjà 32 startups de pouvoir bénéficier de $5 000. Ce n'est pas rien, mais c'est bon pour démarrer. Et $5 000 pour les 32? Oui, chacun. Chacun a reçu 5 000 $. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, ils sont en processus, donc ils finissent le processus, ils vont recevoir leur argent et démarrer leur activité. En dehors de ça, on partage des opportunités également avec tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs béninois. Nous avons une plateforme, la plateforme Renateb, qui est mise en place. Une plateforme numérique sur laquelle vous pouvez télécharger sur Play Store. Ok. Voilà. Renateb. Voilà, Renateb. Et RENATEB. Voilà, vous téléchargez sur Play Store, c'est gratuit. Et puis, vous avez toutes les informations sur le programme et également toutes les activités que nous menons. Vous pouvez également les retrouver sur la plateforme. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur
Steve Hoda, oui. Voilà, vous êtes le président des alumni du programme Tony Elumelu du Bénin. Merci beaucoup. Donc avec vous, on parlait des retombées issues de la semaine du numérique au Bénin pour les startups, surtout après la visite de la ministre de l'économie numérique. Bon retour chez vous, excellent week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous. Le dernier plateau avant ActuWeb, c'est Horizon Culture. Alors, on célèbre aujourd'hui la journée internationale des musées. Les musées du Bénin, valorisation et promotion, c'est ce dont on va parler avec Achille Zohoud tout à l'heure. Il est gestionnaire de patrimoine. Mais d'abord, on suit ce reportage réalisé par Assioum Gabassor, les RICAD. Les Béninois ont longtemps entendu parler des RICAD utilisés par les rois de Dahomey. Mais aujourd'hui, ils peuvent mieux les connaître en visitant le musée de la RICAD. C'est le même RICAD que le roi Béhanzin avec lequel il avait gouverné, a gagné beaucoup de guerres et affronté avec ces mêmes RICAD qui sont là. Nous avons les RICAD du roi Kézo, Clélé, Kaïkhessou et les RICAD zomorphes de quelques Amazones qui ont rayé au temps de Wessou Akaba. Son nom authentique, c'est Mankpo. Dans Mankpo, nous avons deux syllabes. Man, qui veut dire rage, fureur, Po, bâton. Aussi dans cette belle histoire, c'est que c'est unique au monde d'avoir un musée spécialisé sur un objet. Les RICAD ont un sens tellement important pour nous que ça vaut de lui consacrer un seul musée entier. Une initiative conduite par l'artiste Dominique Zimper, fils d'Abomey. Il a bénéficié du soutien d'un antiquaire européen qui a financé la collecte des œuvres et la construction du musée sur un domaine offert par l'État béninois. Il y a un long travail et pendant des années, M. Valois, qui est lui-même un antiquaire, et sa femme Cheska ont été à l'affût de toutes les ventes publiques où les RICAD sont mis en vente. Ils les ont rachetés. Ils ont fait la cour à d'autres collectionneurs qui ont des RICAD, qui auront la bienveillance de les rendre au Bénin, l'ont aussi accepté. Et du fil en aiguille, nous avons au moins réussi à avoir aujourd'hui plus de 50 RICAD de nos rois. Ici, les œuvres qui sont là, on a investi près de millions, 300 millions pour construire et conserver. Après le manger, l'agriculture, pour moi, c'est la culture, l'éducation. Rarement on concède des domaines pour la culture. Et ça aussi, ça a été une longue bataille. Mais heureusement, nous avons eu des mairies, des sages intelligents à Bomekalavi, c'est l'occasion de les remercier, qui ont cédé un domaine de 4 hectares pour créer un centre culturel, qui nous a permis après d'écrire ce musée. Sinon, on va retrouver le domaine où? Une infrastructure construite selon les normes internationales qui abrite des œuvres venues de Dahomey. Des œuvres qui ont voyagé et traversé des continents et des générations sans perdre de leur authenticité. La France a été le dernier pays à acheter ces RICAD-là à London, parce que la France a passé au Bénin, dans le temps romain, et reconnaît la valeur de la RICAD. Ils ont pris dans les matériaux les plus nobles, dans le bois. Mais par exemple, ce RICAD a plus de 150 ans. Mais le bois n'a pas bougé. La patine demeure. Alors, c'est faute d'intelligence. On ne peut que le respecter. Le musée de la RICAD, un exemple de l'importance du retour au bécail, du patrimoine historique et culturel du Bénin prôné par les gouvernants. Ça nous permet à nous, presque déjà dans le second âge, d'instruire, d'informer, d'éduquer et de former notre progéniture. C'est comme si on nous demande pour les fils d'aujourd'hui, c'est quoi la couleur de votre drapeau du Bénin? Et un enfant du Bénin dit, je ne connais pas la couleur. Mais c'est ça. Un outil de développement libre d'accès à tous et qui permet de répondre à qui doute de la capacité du Bénin à conserver son patrimoine culturel, que c'est possible. Je pense que ce modeste projet de musée, c'est juste une grande bataille qu'on a gagnée, mais on n'a pas gagné la guerre.
Et voilà, merci donc à vous, Assimi Gaba, pour ce reportage qui porte la voix de Patrick Adjagbodjou. On retrouve donc notre invité sur le plateau, Achille Zohou, il est gestionnaire de patrimoine. Merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau avec nous en ce jour où nous célébrons les musées. Oui, mais plaisir partagé. Les musées, est-ce qu'on a des musées dignes du nom? C'est vrai que au niveau de RECAD, la RECAD là, on a dit que c'est construit selon les normes internationales. Est-ce qu'on a des musées dignes du nom comme ça dans notre pays? Oui et non. Oui et non. Oui, digne parce que les musées, c'est quand même l'entité qui héberge l'histoire du peuple, qui héberge les témoins. Donc, c'est une certaine dignité qui est l'existence d'une place qui héberge et qui abrite ces ressources-là. Et non, parce que si on va le comparer donc, au plan cadre, oui. Au plan architectural ou au plan gestion, par exemple, on pourrait se poser un certain nombre de questions qui va amener à dire peut-être que c'est pas aussi bien que ça. Bon, donc voilà ce que je peux dire. Ouais. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de musées que nous avons dans notre pays? Oui, les musées, généralement, il y en a de deux sortes. Il y a les musées publics et les musées privés. Parmi les musées publics, il y a dans chaque ville, je peux dire à peu près, il y a des musées, par exemple à Porto-Novo, oui. À Ouida, à Abomey, etc. À Parakou, le musée de plein air, à Natitengu. Donc on a, de manière éparse, et selon la richesse historique de la cité, il y a 2, 3, 4, etc. Et il y a les musées privés. Oui. Le centre dont on vient de présenter un élément est un musée et c'est carrément, je dirais, l'un des derniers nés. Voilà. Mais qui fait sensation parce qu'il vient dans un paysage où la question ou l'enjeu des musées n'est pas suffisamment pris à cœur. Et donc, c'est fort louable qu'il y ait des initiatives privées de ce genre, accompagnées par la mairie et autres, qui amènent donc à ce qu'existe dans l'univers ou dans le paysage des institutions du Bénin, des institutions muséales dignes d'un nom. Parce que quand on va à Dakar, quand on va au Ghana, quand on va au Nigeria, la culture et les institutions muséales ont plus d'ampleur. Oui, comme l'a dit d'ailleurs un intervenant dans l'élément, après l'agriculture, selon lui, c'est la culture. Oui, évidemment. Et partant les musées. Nous nous nourrissons de la culture. Nous nous nourrissons de la culture, sinon nous nous perdons. Nous perdons nos origines, nous perdons nos sources, on ne sait plus qui on est. Donc, quelque part, je ne vais pas attendre que l'autre me raconte ce que je suis. Parce que Socrate disait, sa phrase sacrée, c'est connais-toi toi-même. Et ça, c'est la première des choses. On ne peut pas se connaître, on ne peut pas aller à la source identitaire de nos racines sans vraiment aller dans cette connaissance. Et la connaissance aujourd'hui, c'est à travers les objets matériels, les biens que nous ont légués, donc nos parents, nos anciens parents, etc. Donc on doit tenir compte. Créer un cadre pour les valoriser, les entretenir, les sécuriser et avoir un rôle de médiation et de gestion envers ces objets et le public d'autre part. D'autre part, vous le dites et vous me rappelez le retour au bercail de nos objets sacrés qu'on doit respecter, qu'on doit valoriser, comme vous le dites si bien. On en est où de notre patrimoine culturel, le retour au bercail? Bon, ça je ne suis pas la source indiquée pour dire là où on en est concrètement. Je pense qu'il y a une agence qui s'occupe de ça et qu'il y a les éléments du ministère. Moi, je suis qu'un consultant. Mais tout ce que je sais que il y a des missions, la mission française diligentée par le président Macron a mis 2 personnes sur la question et évidemment ces personnes-là vont faire des missions ou ont commencé à faire des missions ici au Bénin et je pense que quelque chose est déjà mais selon vous, est-ce que les choses évoluent? Je pense que
l'évolution des choses dépend de notre empressement, des moyens mis à disposition. C'est-à-dire que oui, on veut les recevoir, mais je pense qu'il y a un débat qu'on doit, on doit ouvrir ce débat-là. Les musées, dis-nous, est-ce que ça existe pour les recevoir? C'est déjà s'occuper même si ce n'est pas encore un cadre existentiel, mais suffisamment parler de dans quel cadre on les reçoit, dans quelles conditions on les reçoit, comment on veut bien prendre soin. Si on commence à nourrir ce débat-là, l'autre à qui nous demandons va commencer à juger aussi. Ce n'est plus juste un intérêt, nous voulons, mais il y a déjà un certain nombre d'actes, le débat. Il ne faut pas s'arrêter juste à la demande et les débats que ça a suscité dit, bon, non, je pense que le débat doit continuer sous d'autres dimensions, sous d'autres aspects. Voilà, et voilà. Mais aujourd'hui, la journée, un mot sur le thème retenu? Oui, la journée internationale des musées, initiative de l'ICOM, International Council of Museums, c'est chaque année. Et on parle de l'hyperconnectivité des musées. Et ce qui a lieu de savoir, c'est qu'on est avec le thème dans l'hyperconnectivité. Mais la question réelle qu'il faut se poser, est-ce que nos musées sont déjà connectés pour qu'on parle de hyperconnectivité? On va répondre à la question tout à l'heure. Nous allons suivre le temps, en fait, de permettre aux téléspectateurs de suivre le journal avec Nadège Sani. Alors, Nadège, on vous retourne l'antenne pour la présentation du 19h45. À vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. En dehors des musées aménagés par l'État béninois, certaines personnes ou associations ont aussi pris l'initiative d'en créer. En ce jour de célébration de la Journée internationale des musées, la rédaction s'intéresse à la valorisation de nos musées. Le gouvernement béninois s'engage à renforcer son système de lutte contre l'insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition. Ce faisant, les autorités comptent atteindre le deuxième objectif des ODD. Une première prière consacre le début du mois de jeûne chez les fidèles musulmans. Elle a eu lieu mercredi dans plusieurs mosquées de la ville. Une équipe de la rédaction y était pour le constat. Ils sont conçus pour être un lieu d'histoire, de culture, de connaissance et de réflexion. Il s'agit des musées. C'est le plus souvent une donnée identitaire nationale. Mais comment parvenir à valoriser encore plus les musées du Bénin? Aujourd'hui, 18 mai, Journée internationale des musées, nous nous posons la question pour essayer d'en savoir davantage. Musées au Bénin, les défis d'une gestion efficace et efficiente, c'est un élément signé Benol Djogbe, Herman Amégan. Entre deux enjeux identitaires et économiques, les musées du Bénin recherchent encore leur marque. Ils sont très peu visités par la population locale et le Bénin n'est pas encore une destination touristique de premier choix en Afrique pour les visiteurs étrangers. Même si le site des palais royaux d'Abomey, par exemple, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il n'en demeure pas moins qu'il souffre de nombreux dysfonctionnements plus ou moins identiques à la plupart des musées du Bénin. L'un des risques qui pèsent sur le musée ou les musées de chez nous, c'est le risque de vol. Par exemple, il y a un objet qui est une sorte d'épée qu'on appelle Boubassa. Et quand Béanzin allait en guerre, c'est l'outil là qu'on utilise pour haranguer le public et leur donner de l'énergie et de la motivation. Vous savez que cet outil a disparu comme ça. Quand nous prenons ce musée, tout simplement, vous voyez qu'il faut environ 100 personnes pour gérer le site. Parce que c'est sur une quarantaine d'hectares. Bon, malheureusement, quand vous allez sur le site, vous avez à peine une vingtaine de personnes qui gèrent le musée et donc qui n'arrivent pas à s'occuper, par exemple, du nettoyage tout simplement des espaces. Que faut-il faire pour changer la donne? Comment sauver et mettre encore plus en valeur ces reliques d'un passé fait de gloire, d'épopée, mais également de peine? Seule une gestion efficace et efficiente s'impose, selon les spécialistes, ce qui nécessite des actions concrètes. La première des choses qu'il faut faire pour redonner vie au musée, leur permettre d'être gérés efficacement
et de façon efficiente, c'est de recruter les professionnels dans les musées ou que ceux qui gèrent aujourd'hui les musées puissent être recyclés de façon permanente. Deuxième chose, il faut que l'on dote les musées des moyens. Et je parle de moyens, des ressources financières. Il faut que nous mettons suffisamment un dispositif de sécurisation de ces musées-là. Depuis 1977, le 18 mai de chaque année est consacré Journée internationale des musées, un symbole de l'importance que les musées revêtent pour toutes les communautés. Le Bénin a amorcé un programme de développement du tourisme en mettant un point d'honneur sur la revalorisation des musées. Une feuille de route qui intervient à un moment où le gouvernement béninois réclame aux colonisateurs la rétrocession de ses biens pillés ou expropriés. Pour l'heure, le Bénin est toujours dans l'expectative, mais le défi actuel reste et demeure l'entretien et la conservation de l'existant. L'objectif de développement durable numéro 2 vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable d'ici 2030. Le Bénin s'engage à renforcer son système de lutte contre l'insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition à travers un examen stratégique national. Faim zéro, c'est le thème du séminaire qui s'est ouvert ce jeudi 17 mai. Alexis Segbemon, Rodrigue Babakbeto. L'état des lieux n'est pas alarmant, mais il n'est pas reluisant non plus. Des études faites en 2017 indiquent qu'au Bénin, 1,9 million de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 80 000 sévèrement touchés. 50% des ménages se sentent en situation d'insécurité, ne satisfont pas à leurs besoins alimentaires tout le temps. Ça, c'est un. Et il y a environ 9 et quelques pourcents, plus d'1 million, un peu plus d'1 million de personnes qui vivent en situation de faim. Et cette situation varie d'une région à une autre. Les agriculteurs se trouvent par moments en situation de faim, plus que les autres corps de métier. Voilà comment se présente la situation de la faim. Pour ce qui est de la malnutrition, 34% des enfants de 0 à 5 ans souffrent de retard de croissance, de quoi prouver que la consommation alimentaire des populations est déficiente. Comment identifier les défis majeurs que doit surmonter le Bénin pour réduire la faim à zéro? Agroéconomiste, spécialiste de la nutrition et analyste des stratégies de développement s'y penche. Tous ici, nous sommes ensemble, c'est pour voir et faire en même temps le diagnostic de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. Et de ce diagnostic devrait sortir ou ressortir des recommandations qui devraient aider tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'avoir des références ou des repères qui devraient leur permettre demain à formuler des interventions conséquentes pour, en réalité, accompagner le gouvernement du Bénin dans cet objectif noble d'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Mais en attendant, certains aspects ne sont pas à négliger. Quand on regarde le programme d'action du gouvernement, en particulier la dimension développement agricole, il y a beaucoup de choses qui sont envisagées. Maintenant, revoir ces programmes au niveau des pôles de développement agricole, des agences territoriales de développement agricole, pour que chaque ménage puisse disposer d'un jardin de cases, d'un jardin à proximité de maison où il peut y avoir des fruits, des légumes, pour avoir à proximité accès à l'aliment, parce que autrement, l'amélioration de la productivité, aussi bien pour le vivrier que pour les cultures de rente, c'est plus spontanément le marché que la consommation interne des ménages. Aussi, une reprise en main de la malnutrition dans les 1000 premiers jours de vie s'impose-t-elle pour arriver à bout de ce triple fléau majeur au Bénin. Ce séminaire prend fin ce 18 mai. De nombreuses solutions en ressortiront, même pour le programme alimentaire mondial PAM. Lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire passe par une bonne alimentation scolaire. Voilà, le représentant de la dite institution au Bénin nous donne les détails. Il est au micro de Rodrigue Babakbeto.
L'alimentation scolaire, pour nous, le PAM, c'est un filet de sécurité sociale. C'est-à-dire que ce programme offre aux enfants, à tous les enfants inscrits à l'école, de bénéficier d'un repas chaud, complet. Et il contribue à la sécurité alimentaire en ce sens où déjà les enfants à l'école, ils ont ce repas complet offert. Et ce repas, c'est de façon régulière. Mais non, indirectement, je pourrais dire aussi que les cantines scolaires contribuent à la sécurité alimentaire parce qu'il y a d'abord la production locale, parce qu'il faut produire de la nourriture dont une partie doit aller à l'école. Avec le programme, ça incite, ça motive les communautés à produire et à approvisionner les écoles. Dans plusieurs pays, des études qui étaient faites dans les milieux scolaires ont permis de voir que les cantines ont contribué à l'alimentation scolaire. Et nous utilisons un indicateur qu'on appelle score de consommation alimentaire. On voit la fréquence, on voit aussi la qualité et la quantité. Déjà, le fait qu'on dispose d'un repas à l'école, ça ajoute déjà sur le score de consommation alimentaire. La première prière qui consacre l'entrée dans le mois de Ramadan a eu lieu dans la soirée de ce mercredi. Les fidèles musulmans ont fait le déplacement sur les lieux de culte pour répondre à l'appel du mois béni. Une équipe de la rédaction est descendue dans quelques mosquées de Cotonou pour le constat. Aliou Alaka, Farouk Mamassani, Yasmine Tamata. Ils ont pris d'assaut les différentes mosquées de la ville pour accueillir le mois de Ramadan. Eux, ce sont les fidèles musulmans qui ont accompli en grand nombre le premier acte, la prière de démarrage du jeûne appelé Hacham. Aujourd'hui, c'est la prière et je suis vraiment contente d'être parmi ces heureux pour avoir la bénédiction de ce mois. On a eu la chance d'être là. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus de ce monde. Et c'est d'abord ça, c'est une chance, c'est une grâce d'être là. Ensuite, la fierté d'être encore là cette année pour pratiquer cette religion qui nous enseigne des choses importantes qui sont liées à la paix, à la solidarité, à la concorde et surtout, comme je le dis, à toujours cette espérance qui est permanente. Mois de grâce, de pardon et de sacrifice dont les disciples de Mahomet doivent désormais profiter afin de bénéficier de la miséricorde d'Allah. C'est aussi le temps, le moment pour nous de penser à cela, c'est-à-dire aux personnes vulnérables, aux personnes malades, aux personnes qui, pour une raison, ne peuvent pas se déplacer soit à la mosquée ou même chez elles ne peuvent pas pratiquer. C'est le moment aussi de penser à ces personnes-là. Le jeûne nous donne l'occasion d'exprimer notre solidarité à l'endroit de nos frères, de nos proches, d'exprimer la compassion à l'égard de ceux qui souffrent, à l'égard des démunis, à l'égard de tous ceux qui sont, je dirais, dans le dénuement. Des jours pendant lesquels le musulman doit observer le jeûne, intensifier les prières et se conformer aux interdits. Lorsqu'un fidèle n'est pas en bonne santé, il ne lui est pas fait obligation de jeûner. Il y a des formes d'aumônes compensatoires chaque jour de Ramadan non exécuté vu l'état de santé de la personne. Le voyageur n'est pas également astreint. Il y a des circonstances atténuantes. Celui qui jeûne alors qu'il sait qu'il est malade, que sa condition physique ne lui permet pas, s'il meurt dans le Ramadan, c'est comme un suicide parce qu'il l'aura provoqué. Le top est ainsi donné pour 29 ou 30 jours de privation. La Chine vient d'abriter pour la première fois le concours international de dégustation de vin. Plus de 300 dégustateurs de vin ont préparé cette compétition. Le choix porté sur Pékin pour cette prestigieuse compétition n'est pas un fait de hasard. Reportage. Le vin a coulé à flot dans cette immense salle d'un luxueux hôtel de Pékin. 330 dégustateurs du monde entier testent 9000 crus de 50 pays. C'est le 25e concours mondial de Bruxelles qui s'est déroulé en Chine, pays considéré aujourd'hui comme le marché le plus dynamique du monde.
Au niveau logistique, bon, ça n'a pas été très facile, évidemment. Il y a quand même un demi-Boeing qui a dû être affrété pour amener toutes les bouteilles de vin, les tablettes, le matériel. Mais bon, ça, c'est jamais que technique. Peut-être le challenge le plus compliqué, ça a été communiquer avec les équipes. Parce que derrière nous, il y a 350 dégustateurs, mais il y a 300 personnes qui travaillent pour aider ces dégustateurs. Le jury va décerner aux meilleurs vins des médailles en or ou en argent dont peuvent se prévaloir les producteurs en les collant sur leurs bouteilles. Après avoir respiré, goûté puis recraché le breuvage, les membres du jury attribuent leurs notes via une tablette tactile. Les dégustateurs apprécient l'initiative. La Chine, en tant que marché de consommation, est de plus en plus dynamique. Il y a de plus en plus de consommateurs et les domaines viticoles gagnent en qualité. Beaucoup de vignobles chinois ont par exemple remporté des médailles dans de grandes compétitions à Bruxelles. Le vin reste petit à côté de l'alcool chinois fait à partir de céréales, mais son potentiel augmente et c'est ce qui attire tout le monde. Ce n'est pas le présent qui compte, mais l'avenir. Les Chinois boivent 1,46 milliard de litres de vin par an. Ils sont au 5e rang mondial, derrière les Américains, les Français, les Italiens et les Allemands. Mais ce chiffre devrait gonfler de 18,5% d'ici 2021. La Chine deviendra alors le 2e consommateur mondial du vin. Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à vous qui l'avez suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Merci Nadège Sani, merci pour la présentation du 1945. Excellent week-end à vous. Mesdames et messieurs, on reste donc avec mon invité, notre invité de Horizon Culture. Et oui, vous le voyez déjà, monsieur Achille Zoho. Il est gestionnaire de patrimoine avec qui on parle des musées du Bénin, valorisation et promotion. On a d'ailleurs eu un reportage réalisé par Herman Amégan sur les musées, d'autant plus que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des musées. Et nous parlions du thème qui s'intéresse à l'hyperconnectivité. On se demande si déjà au Bénin, on est déjà connecté pour être hyper connecté. Oui, en effet. Oui, nous en étions là. Oui. Et la remarque ou l'observation, c'est que les autres sont déjà dans une phase donnée, c'est-à-dire on est dans l'hyperconnectivité. On posait la question de savoir si nous, on est déjà connectés pour parler de l'hyperconnectivité. Le thème a toujours son sens, hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à ce niveau-là qu'il ne faut pas évoquer le sujet. Évidemment, ça nous donne l'occasion maintenant de faire un bilan ou faire un état des lieux par rapport à cette connectivité et donc de cette hyperconnectivité. La chose la plus simple à observer, c'est de taper le nom d'un musée, par exemple, aujourd'hui sur votre smartphone, faire des recherches, pour voir combien de musées nous avons qui ont une existence institutionnelle sur le web, c'est-à-dire sur la toile. Et si vous faites la recherche, je pense que vous allez tomber sur un chiffre presque insignifiant, pour ne pas dire zéro ici. Les sites des musées doivent vraiment être l'interface de représentation de ces musées-là. Parce que c'est la toute première offre qui attire le public vers la visite. C'est-à-dire que un site de musée doit pouvoir présenter le programme d'activité du musée, éventuellement ses collections, et inviter le public à chaque fois renouveler. Donc il y aura un vrai dialogue, un dialogue scientifique par rapport aux activités du musée. D'autre part, je pense aussi que ça va être un élément qui met la pression sur l'exigence qu'on peut avoir d'un musée, étant donné que le public a accès aux ressources. Il peut se poser des questions, pourquoi le même élément est là depuis des années, pourquoi on ne change pas telle chose, quelle activité il y a. Donc c'est un élément qui permettra en fait de bien suivre l'évolution et la dynamique des musées. Donc nous avons tout intérêt. Troisième aspect qu'on peut voir, à rentrer dans cette dynamique. Troisième aspect qu'on peut observer dans l'aspect connectivité,
c'est déjà que on peut mettre l'accent sur le concept de la démocratisation culturelle. C'est-à-dire que nous avons des gens qui ont peut-être bien envie de visiter le musée romain, qui sont très loin et qui peut-être n'ont pas tout de suite les moyens de visiter le musée, mais qui peut ramener le musée vers eux et avoir ne serait-ce qu'une idée déjà, parce que visiter physiquement et visiter en ligne, ce n'est pas la même réalité. Pas du tout. Mais n'empêche qu'en démocratisant de cette manière, en ayant ce rapprochement par l'Internet, on peut se faire une idée réelle des collections, on peut avoir une certaine connaissance à distance. Donc ça démocratise un peu la consommation de la culture. Donc c'est un levier important. Maintenant, ça, c'est la connectivité du musée, en fait, de manière externe. Mais quand on rentre même à l'intérieur du musée, dans le jeu de médiation, dans le jeu d'interprétation des collections au public, c'est qu'il y a un ensemble de dispositifs de connexion qui utilisent les 2.0, qui utilisent tous les moyens que nous connaissons aujourd'hui pour mettre de la dynamique, pour mettre de l'envie dans la consultation ou dans la consommation des offres culturelles. Par exemple, on peut avoir un objet de collection, un objet de musée, qui va avoir, par exemple, vous savez, dans le vieux temps, on a des guides. Oui. D'accord? Donc, vous êtes devant un objet, vous ne comprenez pas ce que c'est, et puis il y a un guide, et peut-être vous payez l'offre du guide, et puis il vous fait la visite. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire votre visite sans avoir besoin d'un guide grâce à l'hyperconnectivité. Et il suffit juste qu'il y ait un programme en fait de numérisation de ces collections et que la base informationnelle sur chaque collection soit bien renforcée pour que, par exemple, on place des codes, d'accord, des QR codes, où vous mettez votre téléphone, vous avez de l'information, ou qu'on mette des dispositifs, des bornes d'accès, en fait, des bornes, et vous pouvez juste prendre des audio guides ou autre élément qui permettra en fait de faire une immersion directe dans le musée. Comme vous pouvez aussi faire des options visualisation 3D ou un certain nombre de choses, par exemple, qui permettra au public d'avoir un autre rapprochement d'interconnectivité qui peut avoir entre l'objet et lui dans le musée. Donc on est en fait dans un musée, on va dire un musée 2.0 ou 3.0, un musée qui met la jeunesse dans cette dynamique-là de consommation des offres muséales. Parce que la question, le questionnement est là. Comment est-ce que nous amenons la jeunesse dans les musées? Est-ce les vieux musées qu'on connaît là, ou est-ce qu'il faut réinventer les musées? ActuWeb, ce soir, on parle d'un certain nombre d'informations qui nous ont été collectées par Herman Amegan, Oboubé Capo et Marcel Fondi. On suit, on revient. Amis du web, bonjour. Nous démarrons cette revue par la santé et nous sommes précisément au Congo. En RDC, le virus Ebola continue de faire des victimes. La panique s'est installée de la population de Wangata, une ville située au nord-ouest de la RDC. Un cas d'Ebola a été confirmé jeudi par les autorités. L'Organisation mondiale de la santé a parlé d'une situation très préoccupante. L'arrivée d'Ebola dans une zone urbaine est très préoccupante et l'OMS et ses partenaires travaillent ensemble pour intensifier rapidement la recherche de tous les contacts du cas confirmé dans la région de Mbandaka, a déclaré le directeur général de l'OMS pour l'Afrique. Le gouvernement provincial de l'Équateur a fait état vendredi de 3 cas suspects, mais d'après les autorités citées par Médecins sans frontières, 514 personnes auraient été en contact avec des cas connus de malades d'Ebola. Ces personnes sont sous surveillance selon l'OMS. Au Kenya, les braconniers bientôt passibles de la peine de mort. Le pays est connu pour héberger de nombreuses espèces animales dans de grands parcs nationaux et la question de braconnage et du bien-être des animaux sauvages y est sensible. La mort de Soudan, le dernier rhinocéros mâle blanc au monde fin mars, avait particulièrement marqué les esprits.
Najib Balala, le ministre kényan du Tourisme et de la Nature, a annoncé que les braconniers pourraient bientôt risquer la peine de mort alors que 2 rhinocéros et un éléphanteau ont été tués dans le parc national de Meru au début du mois. Mais cela n'a pas été suffisamment dissuasif pour enrayer le braconnage, a déclaré le ministre pour justifier sa décision. Nous quittons le Kenya pour l'Afrique du Sud où un iceberg a été amené pour résoudre le problème d'approvisionnement d'eau auquel font face les habitants de la ville du Cap. Cette idée est venue d'un Sud-Africain nommé Nick Sloan qui a organisé un séminaire autour du thème « Amener un iceberg pour résoudre la pénurie d'eau de la ville du Cap ». Il veut faire fondre un iceberg pour régler les problèmes de sécheresse au Cap, la deuxième ville du pays. L'opération serait possible grâce aux nouvelles technologies, affirme Nick Sloan. Mais ce rêve risque de ne jamais se réaliser car l'opération est risquée et coûteuse. Nous terminons cette revue web par le sport. C'est finalement tombé. On connaît désormais les 23 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde 2018 de football sous le maillot de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a livré sa liste jeudi 17 mai, non sans réserver quelques surprises. Une sélection orpheline de 2 prétendants très sérieux, le Parisien Adrien Rabiot et le Marseillais Dimitri Payet. La convocation de Steven Nzonzi, joueur du FC Séville, en lieu et place d'un cadre de ces dernières années, le Parisien Adrien Rabiot, a également fait réagir sur les réseaux sociaux. Le sélectionneur a également choisi 11 réservistes susceptibles d'intégrer le groupe d'ici le 4 juin à midi. Les sélectionnés rejoindront Clairefontaine le 23 mai pour le début du stage de préparation, hormis Raphaël Varane qui disputera la finale de la Ligue des Champions le 26 mai. Le premier match amical des Bleus aura lieu le 28 mai contre l'Islande au Stade de France. Fin de cette revue web, à bientôt. Voilà, c'est donc terminé pour le grand rendez-vous de ce soir, mesdames et messieurs. Mais voici d'abord la météo, les prévisions météorologiques, un rappel. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé, définitivement terminé pour le grand rendez-vous de ce soir et également pour le compte de cette semaine. Retrouvez demain et après-demain, samedi et dimanche, la compilation des différents numéros du grand rendez-vous de cette semaine. Merci à vous. On se retrouve lundi avec Karamat Agbataou. D'ici là, portez-vous très bien et surtout, bonne fête à vous.